Bonjour à toutes et à tous. L'eau naturelle est revenue au galop. Oui, j'ai acheté des livres. Je vous ai un petit peu reproché parce que moi, je ne vois que dalle de loin. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, ça va être un petit ou pas petit book haul. J'étais passée dans ma librairie préférée, maintenant plus de coin puisque je suis plus dans le coin. Et j'ai acheté essentiellement des thrillers. Il y aura quelques classiques, mais on va commencer par les thrillers et puis on va terminer par tout le reste. Donc il y a, je crois qu'il y a du classique et du classique. Et thriller un peu light, on va dire. Et on va commencer par Bernard Minier. J'ai acheté Lucia. Je crois que j'ai acheté aussi le dans la nuit, mais pas le format papier. J'ai acheté un format électronique sur Audible. Si vous voulez d'ailleurs, s'il y a un parrainage, je vous laisserai le lien de parrainage sous ma vidéo. D'ailleurs, il y a des liens de parrainage qui peuvent vous intéresser et vous pouvez les trouver sous la vidéo, comme toutes les autres informations concernant ma chaîne ou me concernant. Donc, c'est-à-dire les contacts, les autres réseaux sociaux, etc. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Maintenant, on continue donc avec notre book haul et je vais commencer par Lucia. Je voulais vous parler de cette couverture que je n'aime absolument pas. Je suis très désolée, mais je n'aime pas. Et c'est dommage qu'ils ont décidé de changer toutes leurs couvertures. Regardez-moi ça. Toutes les couvertures de Bernard Minier ont été changées. Et je suis tellement contente d'avoir les livres dans les couvertures anciennes, tout ce qui était en bleu, parce que ça, je trouve que c'est assez violent comme présentation et c'est un peu trop glauque. À la limite, je préférais la couverture Lucia en brochet, format brochet, je la trouvais très jolie, même le format brochet, mais collecteur, c'était très beau. Mais bon, je ne collectionne pas les livres par leur couverture, mais par l'auteur et parce que ça me plaît et j'essaie de les collectionner dans le même format si je vais les garder tous. Bon, tant pis, c'est comme ça. Je suis contente néanmoins d'avoir toute la collection de Bernard Minier dans les couleurs que je préférais. Et puis on verra par la suite comment ça va se goupiller. Donc, on verra déjà si je m'arrête à Lucia ou si je continue après, enfin bon. Donc ici, nous sommes au format donc livre de poche, édition pocket, et nous avons ici, par contre, celle-ci, j'aime pas du tout la couverture non plus, je la trouve désagréable, même pas glauque ni qui fait peur, mais vraiment désagréable. Cet œil, je n'aime pas du tout. Donc ici, nous sommes à 500 pages. Voilà, ces livres sont assez importants en volume en général, sauf, bon, il y en a en général dans les 700 pages, et là 500, c'est un petit peu plus petit. Pareil, toutes mes vidéos sont sous-chapitrées, oui, sont sous-chapitrées. Sont chapitrés tout court, donc si vous voulez pas entendre le résumé de chacun des livres, vous pouvez passer au suivant, etc. Parce qu'il y a des chapitres pour chacun des livres, donc un petit timing. Alors, on va apprendre sur celui-ci un petit peu plus. L'inspectrice Lucia Guerrero porte bien son nom, c'est une guerrière, une vraie. Mais ce soir-là, le cœur lui manque. Sous une pluie torrentielle, le cadavre de Sergio, son coéquipier à la police judiciaire madrilène, joue les Christ au calvaire. Nous, les bras en croix, la peau collée à la glouche, pourquoi une telle mise en scène? Et quel rapport avec cette ancienne série de crimes, exhumée par un programme expérimental de l'université de Salamanque? Cette intelligence artificielle de criminologie, la première en son genre, est formelle. Les meurtres sont inspirés de peintures de la Renaissance. Entre vraie copie et faux semblant, le chemin sera long pour Lucia, de l'ombre à la lumière. Oh là là, ça donne envie, franchement. Donc ici, je pense qu'on part sur une autre enquêtrice. On va plus retrouver ici, comment elle s'appelle, Marcas, c'est chez Raven, Giacometti Raven, et ici, c'est Servaz. On va plus retrouver notre Servaz, je pense. Donc ça va être maintenant Lucia Guerrero. Écoutez, comme ça démarre avec une nouvelle couverture. Et donc on a ici l'avis de Hubert Artus de Le Parisien Week-end, une œuvre d'art du polar signé Minier, Anne Grignon de l'Obs, du jamais lu depuis Millennium, et Abel Mestre de Le Monde des Livres. L'auteur joue avec les références littéraires pour amener le lecteur dans une enquête aux multiples rebondissements. Tout ce que j'aime. Ensuite,
On va retrouver beaucoup de Camilla Lagerberg parce que c'est une, on va dire quasiment la vidéo dédiée à elle, hein, parce que je me suis lancée dans cette collection de Camilla Lagerberg. Je vais vous dire si je le prononce bien parce que à la française c'est Camilla Lagerberg, mais normalement c'est pas ça. On va écouter ce que nous dit le traducteur Google. Camilla Lagerberg. C'est ça. Camilla Lagerberg. Voilà, ça c'est en français, Camilla Lagerberg, mais en suédois. C'est bien ça. Camilla Lagerberg. Camilla Lagerberg. Voilà. Donc, ça sera pas dans l'ordre, et c'est fait pour, parce que je n'ai pas envie de connaître la suite, après la suite, etc. Donc, ici nous avons La Sirène, donc c'est une série de... attendez, parce qu'elle a trois séries, il me semble, 3 séries de bouquins. Et celui-ci, il fait partie de la série, je cherche, hein, je suis désolée. Elle est très jolie cette autrice, hein. Elle a les yeux, mais d'enfer. Magnifique. Donc ça, c'est une série de Erika Falk et Patrick Hedström. Voilà. Après, j'ai acheté aussi le livre, un seul, je crois, de la série de Martin Molin. Ah, et j'ai aussi la série Faye. Et Faye, je crois que j'ai un doute. Je vais voir. Donc, ah, il y a aussi série Vincent et Mina, et puis des romans indépendants. Donc là, nous sommes dans la série, je vous ai dit, Erika Falk et Patrick Hedström. Je crois que c'est ça. Et ça, c'est La Sirène. C'est ça. C'est le 6e tome, en fait. Il est très épais. J'aime beaucoup cette édition de Babel Noir. Donc, livre de poche. Il est bien épais celui-là, il fait plus de 500 pages, 522, après les remerciements on les compte pas. C'est assez petit quand même. Hein. Et donc, La Sirène. Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. C'est sa ville d'origine, hein, de l'autrice je parle. Toutes les recherches lancées au commissariat de Tanumshed par Patrick Hedström et ses collègues s'avèrent vaines. Impossible de dire s'il est mort, s'il a été enlevé ou s'il est volontairement volatilisé. L'affaire est compliquée. L'affaire se complique lorsque la police découvre que l'une des proches connaissances de la victime, l'écrivain Christian Tidel, reçoit des lettres de menaces depuis plus d'1 an. Lui ne les a jamais prises au sérieux, mais son amie Erika, qui l'a aidé à faire ses premiers pas en littérature, soupçonne un danger bien réel. Sans rien dire à Patrick, et bien qu'elle soit enceinte de jumeaux, elle décide de mener l'enquête de son côté. Dans cette passionnante intrigue, 6e volet de la série consacrée à Erika Falk, Camilla Lagerberg reprend avec bonheur tous les ingrédients qui font le charme de ses romans. Superbe. Bon, on a découvert un truc que je voudrais pas le savoir, mais enfin bon, on sait maintenant qu'elle sera enceinte un jour. Ensuite, celui-ci, je vais le laisser pour l'autre série. Donc ici, nous sommes Le Tailleur de Pierre. Je crois que ça en fait partie de cette série Erika Falk. C'est ça, c'est le tome 3. Il est encore plus épais que l'autre. Nous sommes à presque 600 pages. Le Tailleur de Pierre. Un pêcheur de Fjällbacka retrouve dans son casier à homard le corps d'une petite fille noyée. Bientôt, on constate que Sarah s'étend à de l'eau douce savonneuse dans les poumons. Quelqu'un l'a donc tuée avant de la jeter à la mer. Mais qui peut vouloir du mal à une enfant? Alors qu'Erika vient de mettre leur bébé au monde, Patrick Hedström, bouleversé par son nouveau rôle de père, ah mince, on sait tout maintenant, mène l'enquête sur cette horrible affaire. Car sous ses apparences tranquilles, Fjällbacka dissimule des sordides relations humaines, querelles de voisinage, conflits familiaux, pratiques pédophiles, dont les origines remontent aux années 1920. Quant au coupable, il pourrait même avoir quitté la ville depuis longtemps sans avoir jamais cessé de la haïr. On est presque sur cold case là. Hein. Après, ce ne sont pas les affaires non résolues et non classées, c'est pas du cold case, mais on verra bien. Donc voilà, on sait un petit peu plus de choses, ce qu'on ne devrait peut-être pas savoir maintenant. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'elle écrit sur la ville de laquelle elle est d'origine, comme Viveka Sten. Je crois que c'est un peu pareil, dans le même style.
Après, nous sommes ici au Le Prédicateur. Je vérifie quand même s'il en fait partie. Oui, c'est le tome 2. Parce qu'il faut savoir que j'ai le tome 1, La Princesse de Glace. Et comme je voulais avoir la suite de suite, c'est fait. Voilà. Nous sommes ici à 500 pages. Donc, il se maintient à peu près à son rythme de 105 pages. Très jolie image. Vraiment très jolie, mais vraiment très très glauque. Hein, parce qu'elle, mine de rien, la petite, elle tient dans les mains une chenille. Hein. Une chenille, c'est assez dégoûtant là. Dans les rochers proches du petit port de Fialbaka, on découvre le cadavre d'une femme. L'affaire se complique quand apparaissent enfouis plus profondément au même endroit les squelettes de 2 jeunes filles disparues 24 ans plus tôt. Revient ainsi en lumière la famille Hult, dont le patriarche magnétisé les foule en compagnie de ses petits garçons dotés de pouvoirs de guérisseurs. Depuis cette époque et un étrange suicide, la lignée est divisée en 2 branches qui se haïssent. L'inspecteur Patrick Hedstrom est chargé de l'enquête en cette période estivale où l'incident pourra faire fuir les touristes et qui canicule oblige rend difficile les dernières semaines de grossesse de sa compagne Erika Falk. Alors que s'assemblent les morceaux de puzzle, on apprend que Jenny, ou Jenny en suédois, une adolescente en vacances dans un camping a disparu. Dans ce deuxième volet, les aventures d'Erika Falk, Camilla Läckberg excelle à tisser une intrigue jubilatoire, manipulant ses personnages dans une atmosphère provinciale lourde de secrets. Je dis comment ça se prononce en suédois parce que j'ai fait les études en suédois. Il faudra que d'ailleurs j'y replonge parce que j'ai tout oublié et que je recommence mes cours de suédois avec vous pour se motiver. Ensuite, nous sommes ici à L'Oiseau de mauvais augure. Et donc ici, c'est un tome 4, L'Oiseau de mauvais augure. Donc ici, nous avons, je pense, à peu près 105 pages. L'inspecteur Patrick Hedstrom est sur les dents. Il voudrait participer davantage aux préparatifs de son mariage avec Erika Falk, mais il n'a pas une minute à lui. La ville de Tanumshede s'apprête à accueillir une émission de télé-réalité. Ses participants avides de célébrités, tout le commissariat est mobilisé pour éviter les débordements de ces jeunes incontrôlables. Dans ce contexte agité, Hanna Kruse, la nouvelle recrue, ne sera pas de trop. D'autant qu'une femme vient d'être retrouvée morte au volant de sa voiture avec une alcoolémie hors du commun. La scène du carnage rappelle à Patrick un accident similaire intervenu des années auparavant. Tragique redite d'un fait divers, banal ou macabre, mis en scène. Un sombre pressentiment s'empare de l'inspecteur. Très vite, alors que tout le pays a les yeux braqués sur la petite ville, la situation s'emballe. L'émission de télé-réalité dérape tandis que les cadavres se multiplient. Camilla Läckberg tisse avec brio les chevaux d'une intrigue palpitante au dénouement saisissant. Waouh! Oui. Et donc, le dernier de Camilla Läckberg, et on s'arrête avec elle. Donc, c'est le livre qui n'est pas de la même série. J'en ai acheté qu'un parce que je crois que le second n'a pas encore été traduit. Donc, c'est la série... Je crois qu'il n'y en a que 2 en plus dans cette série. C'est série Martin Molin, ou Martin Molin. Donc ici, après, il y a le deuxième qui s'appelle Mord Mandeldoft. Donc, c'est la mort et je sais pas quoi. Donc c'est le livre, ce livre reprend l'histoire de cyanure que j'ai là, et incluant 3 nouveaux courts récits policiers se déroulant à Fialbaka. Donc ici, voilà, c'est pareil, il est tout petit. Il fait à peu près un tout petit peu plus de 150 pages, donc cyanure. Voilà, je trouve que c'est très joli. Quelques jours avant Noël, Martin Molin, le collègue de Patrick Hedstrom, accompagne sa petite amie Lisette à une réunion de famille sur une île au large de Fialbaka. Au final, on tourne autour et on connaît les collègues et c'est plutôt pas mal. Mais, au cours du premier repas, le grand-père, un richissime magnat de l'industrie, leur annonce une terrible nouvelle avant de s'effondrer terrassé. Dans son verre, Martin décèle une odeur faible mais distincte d'amande amère. Une odeur de meurtre. Une tempête de neige fait rage. L'île est isolée du monde et Martin décide de mener l'enquête. Commence alors un patient interrogatoire que va soudain troubler un nouveau coup de tête. Offrant une pause à son héroïne Erika Falk, Camilla Läckberg livre un polar familial délicieusement empoisonné.
Seulement. Ensuite, j'ai pris Giacometti Raven. Donc 669, c'est un livre qui était sorti au format broché, je crois que l'année précédente, et que j'ai voulu prendre. Et ça fait partie de Saga à Soleil Noir, et il me semble que j'ai tous ces livres, sauf celui-ci. Faut savoir que j'ai fait le mois de Saga pour mois de mai, je ne pense pas que je vais vous faire le retour sur les livres élus au mois de mai, je pense que ce sera beaucoup plus tard, hein, parce que je n'ai pas le temps de tout lire, et je suis déjà en train de lire d'autres bouquins. Mais je vous ferai le retour sur, j'ai fait des pales de saga, et sûrement vous allez avoir des retours. Ensuite, je vous ferai d'autres pales de saga, mais cette fois des sagas un tout petit peu plus glauques, donc ça sera plutôt des thrillers. Il y en a pas mal déjà, il y a Minier, il y a Giacometti Raven, il y a Camilla Lackberry, et qu'est-ce que j'ai encore en saga moins glauque, ça va être les enquêtes des sœurs Brontë, c'est de Bella Ellis, et puis... bah, je peux continuer Jules Verne, même si ça fait pas partie de saga, mais ça fait partie de la même collection Hetzel que j'ai, et ça pourra faire partie des classiques. Et je dois voir aussi des mini-sagas, on va dire, des trilogies, peut-être, comme Chuchoteur de... mince, comment elle s'appelle? Donato Carisi, voilà. Bon, on continue. Ici, nous sommes au format livre de poche. 152 pages. J'aime bien ces couvertures assez simples, sans trop de choses, mais elles sont plutôt efficaces parce que je pense qu'on doit avoir quand même des indices sur les couvertures. Donc c'est le tome 6, non, c'est le tome 5, 2, 4, 5, parce qu'il faut compter les petites étoiles qui sont présentées, oui, 5. Au cours d'une opération menée par Laure Destillac, qui travaille désormais pour De Gaulle, Tristan Marcas, on a notre Marcas, est enlevé par l'officier SS Skorzeny afin de servir de nouveau les nazis. Il est confronté à la nouvelle égérie de Himmler, qui crée un ordre de sorcellerie féminine pour le compte du Troisième Reich. Pendant ce temps, à Paris, un envoyé de Hitler et une aristocrate collabo sont violemment assassinés. Ces meurtres étranges portent la signature 669, le signe de l'apocalypse. À l'approche du débarquement, Tristan doit dénouer les arcanes des crimes qui s'accélèrent, faute de quoi Paris sera frappé par une répression nazie impitoyable, et Laure torturée et exécutée. Donc ici on a avis de Fabrice Drouzy, Libération, une nouvelle plongée au cœur des ténèbres, puis en bon news on a ici le premier chapitre du Graal de Diable que j'avais envie aussi de prendre, mais il n'est pas encore... Oui, il est disponible aux éditions Jean-Claude Lattès, donc il n'est pas encore au format poche, ce sera pour l'année prochaine. Et puis nous sommes encore au thriller, j'ai pensé que c'était terminé, mais non, on a ici 10 ans, pas plus, je l'avais noté dans ma wishlist et je l'ai vu comme ça au hasard, je ne l'ai pas cherché. Ragnar Jonasson, voilà, un dénouement triomphant, glaçant, effrayant, perspicace, tendu à l'extrême, par Jan Rankin. Donc ici nous sommes un peu plus de 300 pages. Bah, c'est pas très rempli, hein, j'ai envie de vous dire, regardez-moi. Je pense que ça ira très très vite, hein. Le livre est très très léger, hein, et très agréable à feuilleter. Donc l'un des monuments du polar moderne, The Times. Donc nous sommes aux éditions Point. Et comme vous pouvez remarquer, on est encore avec les auteurs nordiques, scandinaves. Donc là, nous sommes avec un islandais, alors qu'avant, on était avec la suédoise. Et il y a du français, italien, on va dire, Giacometti Raven, et puis Minier, hein, mon préféré. Donc, recherche professeur au bout du monde. Cette petite annonce décourageait toute personne saine d'esprit, sauf Una. La jeune femme part pour Skalar, l'un des villages les plus reculés d'Islande, qui ne compte que 10 habitants. Bientôt, une mort brutale survient. Una entend des voix et une fantomatique berceuse. Quel secret cache ce village? Jusqu'où iront ses habitants pour les protéger? Donc un tout petit peu de l'auteur, né à Reykjavik en 1976, Ragnar Jonasson a traduit plusieurs livres d'Agatha Christie en islandais avant d'écrire ses propres romans. On lui doit la trilogie La Dame de Reykjavik et la série des enquêtes de Siglufjordur.
En 6 ans, Ragnar Jonasson s'est hissé au rang des meilleurs auteurs de best-sellers. Tous ses romans sont disponibles chez Point. Et vous savez quoi, je suis en train de lire Jules Verne au centre de la Terre, il me semble, et là-bas on est aussi en Islande, et on est avec un professeur, je sais plus comment il s'appelle, qui avait fait des énigmes que donc le professeur allemand va découvrir avec son neveu. C'est assez sympa, ça tombe à nouveau dans l'Islande. Voilà, et le tout dernier, ça va être un classique, encore mon préféré, donc Stefan Zweig. Ici, c'est une... bon, je n'aime pas trop ces couvertures, c'est la seule que j'ai le plus appréciée parce qu'il y en avait eu d'autres livres que je voulais acheter, mais je ne les voulais pas dans cette couverture-là. Au pire des cas, je m'en achèterai d'occasion si je n'en trouve pas dans des couvertures anciennes comme c'était avant. En fait, on veut faire des choses bien, mais au final, c'est peut-être mieux avant, enfin, j'en sais pas, mais celle-ci, elle est plutôt pas mal, elle est assez parlante. Regardez-moi cette robe, et dans la robe, on a le jardin quand on soulève, quand on voit le dessous de la robe, hein. Donc ici, c'est une donc traduction inédite, petite bibliopaio classique. La gouvernante, suivie de Eros Matutinius. Il est très très court ce livre, il est vraiment tout petit, il fait même pas 100 pages. À présent, les deux filles sont couchées dans leur chambre, toute lumière éteinte. Quelque chose s'est passé, moins sévère, moins joyeuse. Mademoiselle les délaisse. Qu'arrive-t-il donc à leur gouvernante? Pour le savoir, deux fillettes vont enquêter. Publiée en 1907, cette nouvelle de Stefan Zweig, à laquelle fait écho l'admirable Eros Matutinius, sans doute le plus beau passage du monde d'hier, nous parle d'un temps où la vie érotique était une histoire vénéneuse, pleine de filles inhibées et de garçons sournois. Un petit bijou proche de brûlants secrets, sur la sortie du monde de l'enfance et de l'éveil à la sexualité dans une société de mensonges et de la dissimulation d'une société qui fabrique massivement du secret. Ça, je pense que je vous ferai un jour, soit je vais le mélanger avec d'autres bouquins, soit je vais le mettre avec que des classiques, soit je vous ferai une lecture spéciale Stefan Zweig, et je pense que ça peut être demandé parce que franchement, c'est un auteur qui est très très connu, qui est très pour moi énigmatique, qui est très intéressant, qui est super bon. Il écrit superbement bien. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'adore. Une dernière chose, je voulais jeter un coup d'œil si toutes les traductions de Camilla Lackberg étaient faites par le même traducteur. Donc ici, nous sommes avec Nathalie Shaw. Ah non, c'est c'est l'illustration de la couverture, Nathalie Shaw. Et la traduction, ce n'est pas marqué, bah tiens. Ah ouais, c'est pas marqué pour celle-ci. Ah si, roman traduit par Lena Grumbach. Ça c'est bon parce que je crois que c'est elle qui avait traduit Millennium. Ici nous avons aussi Lena et puis on a Catherine Marcus. Et ici on a l'illustration de Marion Peck. Ici on a l'illustration de Nicoletta Ceccoli. Vous voyez, elles sont toutes différentes ces illustratrices. Et puis ici on a toujours Lena Grumbach et puis Catherine Marcus. Ici l'illustration c'est Hearst Stick et Matthew Price, traduit pareil par les mêmes traductrices. Et Nathalie Shaw aussi, c'est la même que celle-ci. Nathalie Shaw, elle aime bien le bleu. J'adore. Moi aussi, j'aime bien le bleu. Et donc ici, c'est traduit par Lena Grumbach. J'adore. Ou Grumbach. Voilà, c'était tout pour... je regarde l'heure en fait. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi en tout cas, j'ai adoré vous lire ces résumés des couvertures, enfin des livres dans les couvertures, sur les couvertures. Et j'adore tout ce que j'ai pris. Franchement, je suis super pressée de tout lire là, mais j'en ai tellement. Et je pense que je vais continuer. Allez, maintenant je vais tout scanner, je vais tout mettre dans ma bibliothèque.
compris. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous et ciao!